Avez-vous déjà fait quelque chose qui a eu un tel impact sur votre vie que ça a changé quelque chose pour vous à tout jamais? Il est probable que oui. Et maintenant, imaginez que ce soit une action d'une telle gravité qu'elle vous a plongé dans une situation où vous êtes, quoi qu'il arrive, peu importe le temps qui passe, peu importe vos efforts et à quel point vous avez pu changer, vous serez toujours coupable. Vous ne pourrez jamais rembourser votre dette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh bien moi, oui, une fois. Je vous promets que je vous la fais courte. Quand j'étais au collège, j'ai fait une connerie énorme qui a fait que je suis devenu l'ennemi numéro un de mon meilleur ami. Je vous passe les conséquences, entre le harcèlement, la perte de tout mon groupe de potes et d'autres choses tout aussi sympas, c'est un événement décisif dans ma vie. Au fur et à mesure des années, bien que je subissais de moins en moins les conséquences de cet acte, quelque chose demeurait toujours en moi, un mélange de culpabilité, de tristesse, de volonté de réparer ma faute et de peur de comment mon ancien ami réagirait, sachant que la dernière fois qu'il m'a adressé la parole, il m'a menacé de me casser la gueule. Et puis, quelques années plus tard, on est redevenus potes, sans qu'on se dise grand chose à propos de cela, et on est même redevenus assez proches. Mais cette culpabilité n'a pas disparu pour autant, et je ne savais pas si finalement je méritais vraiment cette rédemption. Et puis au lycée, ce même ami m'a proposé d'aller voir un film que le cinéma de ma ville rediffusait des années après sa sortie. Et ce film, c'était Silent Voice de Naoko Yamada, adapté du manga de Yoshitoki Oima. Ce film nous raconte l'histoire de Shoya Ishida. Enfant, il a été le meneur d'un harcèlement de groupe contre une de ses camarades nommée Shoko Nishimiya parce qu'elle était malentendante. Au fur et à mesure, cela dégénère et elle doit subir des violences de plus en plus graves. Et finalement, lorsqu'il faut en assumer les conséquences, Shoya est tenu pour seul responsable. Alors tout le monde lui tourne le dos et répand l'information à tout le monde, même des années après. Il est mis à l'écart et il devient celui qui est rejeté, qui est harcelé et qui subit une grande violence, bien que moins importante que celle de Shoko. Après quelques années, il prend la décision de se suicider, mais recroise la route de Shoko Nishimiya, ce qui le dissuade de passer à l'acte, déterminé à réparer sa faute et aller de l'avant avec elle. Cela passe également par renouer avec ses autres ex-camarades de classe, la quête est alors double. Se faire pardonner, mais surtout se pardonner. Alors, oui, la coïncidence est assez dingue. Et en plus, le plus drôle, c'est que c'est la seule fois que mon ami en question m'a proposé d'aller voir un film. Enfin bref, si je dois vous résumer rapidement mon avis dessus, c'est mon film d'animation préféré et mon manga préféré. Froidement. Vous n'avez pas idée d'à quel point l'électrochoc fut immense, et d'à quel point il l'est encore aujourd'hui, malheureusement pour d'autres raisons. Je ne m'étais jamais autant reconnu dans un protagoniste de fiction. Tout ce que montrait l'intrigue avait une résonance tellement immense avec ma vie qu'il m'était difficile de regarder certaines séquences. Et la fin, putain la fin, je ne sais pas comment j'ai réussi à retenir mes larmes dans la salle de cinéma car 3 ans plus tard, je n'y arrive plus. Et ma découverte du manga fut une nouvelle vague immense ajoutée à ce raz-de-marée, tant il apporte en nuance, en profondeur et en précision par rapport au film, tout en étant quand même tout de même un petit peu plus pessimiste. Et malgré toute la souffrance dont on est témoin dans cette histoire, c'est une œuvre qui m'a apporté de l'espoir. Un espoir dont j'avais désespérément besoin au moment où j'ai redécouvert le film. Car oui, en réalité, je l'avais déjà vu avant toute cette histoire. Donc je l'ai simplement oublié et il n'a pas réellement résonné en moi lors de ce premier visionnage. Et c'est devenu une de ces œuvres sur lesquelles vous savez pertinemment que vous ne serez jamais capable d'émettre un jugement un minimum objectif, mais dont vous avez désespérément envie de parler à tout le monde, de crier sur tous les toits à quel point elle est formidable, ce qui est très difficile à faire sans passer pour quelqu'un qui en fait 10 fois trop. En réalité, cela fait 3 ans que je réfléchis à différentes manières d'aborder cette œuvre, et plutôt que de mettre à distance ce que je ressens pour le titre, j'ai décidé de le traiter sous l'angle le plus personnel possible, en explorant sa thématique centrale, celle du pardon. Et je ne vais malheureusement pas pouvoir être exhaustif, donc je vais explorer Silent Voice selon les 3 pistes suivantes. D'abord, quand Ishida cherche à réparer ses fautes, au fond, que cherche-t-il à réparer? Ensuite, de quelle manière tous les autres autour d'Ishida finissent par étouffer la voix de Shoko? Et enfin, puisque cette quête menée par Ishida semble vaine et éternelle, est-elle véritablement essentielle? Bienvenue dans ce qui est peut-être la vidéo la plus personnelle de toutes mes chaînes. Donc, tout d'abord, si on s'intéresse à la question de la recherche de la réparation de ses fautes, que recherche vraiment Shoya en fin de compte? Parce que son fardeau, on le comprend dès les premières minutes, c'est ses actes, dont tout le monde a conscience, c'est-à-dire Shoko
puis tous les témoins de cette histoire ainsi que ceux à qui elle fut ensuite racontée, et surtout lui-même. Donc cette réparation, elle se cherche à différents niveaux et chacun d'eux pose question. Le premier et le plus évident, c'est envers lui-même. En effet, si Ishida est un protagoniste qui souffre, on comprend bien vite qu'il s'inflige lui-même une grande partie de sa douleur. Mais donc, il y a des interrogations à porter. La première, c'est, tout simplement, peut-il se pardonner ? Les faits sont là, il n'y peut plus rien désormais. Et on le constate dans l'intrigue, ce n'est pas parce qu'il devient ami avec Shoko que cette douleur disparaît, bien au contraire. Il prend encore plus conscience de la mesure de ses actes, et elle semble par moments devenir si forte qu'il lui est impossible de la supporter. Et la deuxième, comment peut-il obtenir un pardon véritable qui ne soit pas qu'une simple action pour obtenir la tranquillité d'esprit ? C'est ce qu'on lui envoie dans la face au début. Comment peut-il montrer qu'il n'est pas simplement là pour se donner bonne conscience ? Comment se pardonner d'une façon qui soit sincère, intégrale et non superficielle ? C'est un combat constant qu'Ishida mène contre lui-même, tout le long de l'intrigue. Il semble trouver une réponse dans l'idée d'équilibrer la balance d'une certaine manière. Je m'explique. Imaginez que dans une balance, vous mettiez d'un côté tous les actes horribles qu'il a commis enfant contre Nishimiya. Il n'y a aucun doute que ça pèse très lourd. Il semble vouloir chercher par ses actes, à travers les moments passés avec elle, rééquilibrer cette balance de manière à apporter plus de positif que de négatif. Agir en faisant un pas vers elle, en s'oubliant, et en n'agissant que de manière à favoriser le bonheur de Shoko, le tout sans jamais rien imposer, en écoutant sa voix, qu'il est d'ailleurs le seul à entendre. On en parlera dans le point suivant. Je ne sais pas si Ishida s'est pardonné, s'il se pardonnera même un jour, mais il ne fait aucun doute qu'il n'y a qu'en s'oubliant soi-même et en dirigeant tous ses actes vers Shoko qu'il parviendra à obtenir une réparation en lui-même qu'on puisse qualifier de véritable. Rien n'est véritablement bon en dehors d'une volonté bonne, disait Emmanuel Kant dans l'introduction des fondements de la métaphysique des mœurs. Peu importe si nos actions sont conformes au devoir, la moralité réside avant tout dans le vouloir et entraîne alors ce qu'il appelle le respect de soi, en opposition aux actions que l'on commettrait par amour-propre, pour parler en termes rousseauistes. Ishida représente cette volonté bonne, et il y a, je pense, un personnage qui incarne l'opposé, celui qui agit par amour-propre, j'en reparle dans le point suivant, ne vous inquiétez pas. Cette réparation, il ne la cherche pas directement, ce n'est que par effet rebond qu'elle semble l'atteindre, il est tout entier tourné vers Shoko. Quant à se faire pardonner par elle, il est clair qu'elle l'a effectivement pardonné à un moment, bien qu'il soit difficile de savoir auquel, et que c'est sans doute cette sincérité et cette pugnacité dans cette quête qui l'a entraîné ce pardon de sa part. Il l'a obtenu car il s'est réellement intéressé à elle, qu'il l'a écoutée, qu'il a fait en sorte de respecter en tout temps sa volonté, qu'il s'est battu pour qu'elle ne souffre plus jamais par sa faute. Cette authenticité et cet altruisme ont donc permis à Ishida de se faire pardonner par Shoko. Maintenant, se faire pardonner par les autres, c'est plus compliqué, parce qu'il ne leur doit rien à eux, ce sont de simples témoins de cette histoire. Parfois, ils ont même participé également à cette situation horrible, on en reparlera, mais ils n'ont nulle réparation à exiger de la part d'Ishida envers eux-mêmes. Donc tous ces efforts ne les atteignent pas, ils peuvent uniquement les voir de l'extérieur, il n'en fait pas plus pour eux qu'autrefois. Tout ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui a commis des actes impardonnables faire ami-ami avec la victime de ces mêmes actes. Mais sans doute que ce qui rend compliqué ce pardon, c'est qu'il s'accompagne inévitablement de la reconnaissance de leur responsabilité dans l'histoire. Ueno qui a été presque aussi ignoble que lui, Kazuki et Keisuke l'ont accompagné dans chaque violence, Kawai qui a simplement laissé faire en rigolant, Sahara qui a fui et laissé Shoko seul. Il leur est bien plus facile de tout rejeter sur Shoya, on ne les a jamais vraiment confrontés en raison de leurs actes, contrairement à lui. Accepter le changement de Shoya, c'est quelque part devoir aussi s'interroger sur soi-même et entamer une remise en question qui peut être douloureuse. Donc c'est sans doute la partie la plus difficile et c'est clairement ce qui nous amène au deuxième point. Comment tous, successivement, privent Shoko de sa parole. Je me suis longtemps demandé pourquoi je détestais certains personnages de Silent Voice, au-delà de certains traits de caractère irritants. Et je pense qu'en réalité cela tient, pour beaucoup, à la manière dont ils ignorent complètement le fait que Shoko puisse avoir une parole. Il n'y a que peu de personnages qui l'écoutent vraiment. Là, comme ça, je dirais qu'il y a Ishida, Yuzuru, Sahara, et ben c'est tout. Et c'est d'autant plus déroutant de voir que ceux qui ouvrent leur gueule le plus sur la culpabilité d'Ishida, sur le fait de se racheter, etc., sont souvent ceux qui n'ont aucune légitimité à dire de telles choses. Prenons l'exemple de Yuzuru. Au début, contre la volonté de Shoko, elle empêche Ishida d'aller lui rendre visite, en pensant faire le mieux pour elle. Mais très vite, elle se met à écouter sa sœur, et elle finit par accepter qu'ils puissent se voir. Elle a ses opinions, mais elle se range derrière la seule qui est vraiment importante en fin de compte, celle de sa grande sœur.
Ishida, je l'ai déjà dit, il donne tout pour respecter la parole de Shoko et il se met vraiment à son service. Sahara, elle, renoue un lien authentiquement amical. Les autres, c'est compliqué, hein. Je pense que le passage sur le pont est l'un des plus édifiants. Se joue là comme une sorte de procès d'Ishida où chacun donne son avis sur l'affaire et s'oppose en moraliste, voire en moralisateur. Tous, sauf justement ces 4 personnages et surtout la principale intéressée. Et vas-y que Ueno soutient Ishida sans avoir aucune considération pour la souffrance de Shoko, que Kawai fait de grandes leçons à Ishida comme s'il n'était pas au courant de ce qu'il avait pu faire et qu'il s'en était pas pris plein la gueule pendant des années, et cerise sur le gâteau, dans le manga, Mashiba frappe carrément Shoya. Shoko n'est que spectatrice d'une scène qui la concerne plus que tout autre, et personne, je dis bien personne, ne lui demande son avis. Même ceux qui disent agir dans son sens ne font que se rassurer en dénigrant le seul qui a entamé une véritable démarche de réparation. Kawai, par exemple, Oui, j'ai des comptes à régler avec elle. si elle n'a pas eu de comportement véritablement violent envers Shoko, il n'empêche qu'elle a laissé faire en rigolant. Rien ne montre chez elle un rejet de ses violences lors des flashbacks au début de l'œuvre. Et pourtant, aucune remise en question de sa part. Elle ment en disant qu'elle s'est interposée et charge tout sur le dos d'Ishida. Et de toute l'intrigue, on ne la voit jamais vraiment s'adresser à Shoko. De mémoire, il y a juste un moment où elle lui fait un genre de discours de soutien en parlant d'elle-même en plus, je trouve ça magique. La violence que Shoko subit perdure donc même dans le présent, car peu font vraiment l'effort de s'intéresser à elle. Elle devient comme un objet dont certains se servent pour se donner bonne conscience, sans réellement avoir une vraie affection pour elle, et c'est d'autant plus visible dans le manga. Je pense par exemple qu'il ne serait pas étonnant que Shoko préfère Ueno à Kawai, la première étant violente avec elle mais totalement honnête, contrairement à la seconde. Et d'ailleurs, cette fameuse scène sur le pont a des conséquences catastrophiques que je ne vais pas spoiler, mais ceux qui savent, savent. On se rend compte que c'est comme si sa condition lui enlevait toute parole dans tous les sens du terme. Certains agissent comme s'ils étaient des genres de porteurs de la moralité, alors qu'en réalité ils n'ont aucun droit à réclamer quoi que ce soit d'Ishida, la seule qui le peut, c'est Shoko elle-même. Et cette dernière fait le choix du pardon, mais visiblement les autres n'en ont rien à foutre, je trouve ça incroyable. On peut d'ailleurs imaginer que c'est pour ça qu'elle finit par aimer profondément Ishida. Il est l'un des seuls à se soucier réellement d'elle, de ce qu'elle veut, et il finit même par réellement l'aider à vivre selon ses choix, comme on peut le voir dans le manga, et pas tant que ça dans le film. Je pense que le titre de l'œuvre fait donc à la fois référence à son handicap, mais également à cette réduction au silence dont elle est victime précisément de la part de ceux qui se pensent plus moraux qu'Ishida, lequel est l'un des seuls à réellement chercher à porter cette voix et lui donner le poids qu'elle mérite. En quelques mots, il est sur la voie de la rédemption précisément parce qu'il rend la parole à celle que l'on n'a jamais écoutée. Tandis que les autres qui parlent pour elle sont précisément ceux que Kant désigne lorsqu'il parle de personnes qui agissent selon le cher moi. Leur action n'est tournée que vers eux-mêmes, celle d'Ishida est tout entière tournée vers Shoko, bien qu'il recherche à la fois sa propre rédemption, qui n'arrive que par un effet de rebond, comme on l'a déjà dit. Or, malheureusement, on ne peut balayer ces autres personnes et cette violence dont ils font preuve envers Shoko, mais également envers Shoya. De même que les événements du passé sont d'une telle gravité qu'on peut se demander, le pardon est-il même possible? Une telle quête de réconciliation n'est-elle pas vaine? Et cela, ça nous amène à notre dernier point. Cette recherche du pardon et de la rédemption complète, c'est une quête éternelle et un peu vaine. Silent Voice nous le montre bien, il y a certains morceaux qui ne peuvent pas être vraiment recollés. Par exemple, Ishida ne redevient jamais amie avec Keisuke et Kazuki. Ueno ne peut toujours pas blairer Shoko, cette dernière porte toujours la cicatrice d'une blessure qu'Ishida lui a faite, Kawai n'a pas vraiment changé et, quoi qu'il arrive, le passé est dans les têtes de tout le monde. Les stigmates seront toujours présents et rien ne pourra jamais vraiment les effacer. Or, c'est une quête qui, je pense, est essentielle, et ce, à différents niveaux. Au niveau personnel, c'est pour Ishida revenir sur un épisode majeur dans sa construction et comprendre ce qui l'a amené là pour mieux se comprendre lui-même et se reconstruire, tant par rapport à cette histoire qu'en tant qu'individu qui a vu sa vie basculer à cause de ses fautes. Et cet événement fut tout aussi décisif pour Shoko, laquelle a sans doute bien plus besoin d'être en paix avec ce traumatisme que d'entrer dans un rapport de conflictualité avec Shoya, ce que font beaucoup d'autres pour se protéger. Aller vers l'autre, se comprendre et entamer un travail de réconciliation et de reconstruction, voilà qui est bien plus réparateur, à la fois pour Ishida mais aussi pour Nishimiya, que des discours moralisateurs et un ostracisme éternel. Mais il faut aller la chercher également chez les autres, comprendre comment chacun a évolué, comment ils se sentent aujourd'hui par rapport à ça, leur montrer que quelque chose a changé, qu'un pardon se mérite et ainsi être libérés de la violence qu'ils font subir à celui dont ils ont si longtemps condamné le comportement.
C'est une quête qui est essentielle pour se comprendre, pour arriver à regarder dans l'avenir, pour éviter à quiconque de davantage souffrir en raison de ses actes, pour arriver à mener une vie où on n'est plus enfermé par le poids d'actes dont on subit les conséquences, tout en fuyant les responsabilités qui y sont liées. C'est un combat pour une vie heureuse, mais également pour des vies heureuses et une recherche de la paix, à la fois avec les autres, mais surtout en soi-même. Silent Voice est un appel à tous les Ishida du monde, pour qu'eux aussi arrêtent de fuir et regardent en face les conséquences de leurs actes, pour qu'ils arrivent à obtenir une réparation partielle mais suffisante pour atteindre une forme de pardon qui a conscience à la fois de ce qui est indélébile et de ce que l'avenir peut changer, pour qu'ils agissent en étant plus tournés vers eux-mêmes mais vers la personne chez qui ce pardon est à chercher, afin de mettre en place une démarche honnête, altruiste, réparatrice, qui aidera toutes et tous à se regarder non plus avec un visage de haine, de tristesse ou de gêne, mais avec un sourire jusqu'aux oreilles. Cette quête est peut-être vaine, il est possible que ce résultat ne soit jamais atteint. Mais une chose est sûre, comment savoir si une limite est infranchissable si on ne l'a jamais regardée de front? C'est impossible. Alors, la fuite n'est plus une option. Et peut-être qu'au bout du compte, on trouvera la rédemption et la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à vrai dire elle n'était pas prévue, j'en ai simplement ressenti le besoin après avoir revu le film et relu le manga, étant moi-même actuellement en recherche de paix à cause d'une connerie que j'ai faite plus récemment, qui certes est moins grave, mais laquelle me préoccupe, et même si je sais que cette personne ne verra pas la vidéo, je l'ai faite en pensant à elle. Il y a des tas d'autres thématiques très intéressantes dans le manga que j'ai donc passé sous silence, mais que vous pourrez explorer de vous-même à la lecture du manga ou au visionnage du film. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre expérience avec cette œuvre, je me ferai un plaisir de lire tout ça et d'y répondre. Cette vidéo n'amorce pas particulièrement un retour de l'activité sur cette chaîne, à vrai dire je suis en prépa actuellement et j'ai fait ça en 2-3 jours sur mes vacances, mais j'ai d'autres idées de vidéos pour l'avenir. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que le pardon est difficile à obtenir mais peut être atteignable. C'était Kenya, à la prochaine.